Non, rien de rien. Elle le détestait plus que quiconque. Vers la fin, il n'y avait plus de scène, plus de lumière. Seulement une chambre fermée, une voix brisée par la fatigue et ce silence lourd qui collait à la peau. Édith Piaf n'était plus la femme que la France applaudissait. Elle était devenue fragile dépendante, entourée de regards méfiants et de souvenirs qu'elle n'arrivait plus à faire taire. Toute sa vie, un seul nom est resté gravé dans sa colère. Ce n'était pas le scandale le plus visible, pas celui que la presse criait à la une. C'était pire. Un conflit discret, une fracture silencieuse, quelque chose qui ne s'explique pas devant les caméras mais qui se ressent dans chaque regard évité, dans chaque mot retenu. Dans une époque où la célébrité pouvait élever en un instant, deux et détruire tout aussi vite, elle a été exposée, attaquée, parfois humiliée sans défense. On parlait de sa voix, on parlait de ses amours, mais on ne parlait jamais de ceux qui l'avaient brisée. Parce que dans l'ombre, il y avait une liste qu'elle n'a jamais écrite mais qu'elle portait en elle, des visages précis, des noms qu'elle n'oubliait pas, des personnes qui chacune à leur manière avaient laissé des cicatrices profondes. Certaines l'ont trahie, d'autres l'ont abandonnée au moment où elle en avait le plus besoin. Et puis il y avait lui, celui qui n'avait pas seulement blessé son cœur, celui qui avait attaqué ce qu'elle protégeait le plus. À la fin, ce n'était plus de la colère visible, c'était un silence, un rejet total, une absence de pardon. Et ce silence en disait plus que toutes les chansons qu'elle avait chantées. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Édith Piaf était vraiment. Elle est née en 1915 dans une France qui n'attendait rien d'elle. Édith Piaf n'avait pas de nom au départ, pas de place, pas de protection. Abandonnée très tôt, ballottée entre une mère absente et un père instable, elle grandit dans un environnement brutal, sans structure, sans sécurité. Pendant un temps, elle ne voit même plus. Une cécité temporaire dans une enfance déjà plongée dans l'ombre. Très vite, elle comprend une chose simple. Pour survivre, il faut se faire entendre. Elle chante dans la rue, pas par passion, par nécessité. Une voix brute, fragile, presque cassée, qui dérange autant qu'elle fascine. Mais à cette époque, personne ne voit en elle une future icône. On voit une fille trop petite, trop maigre, trop différente. Une anomalie, quelqu'un qu'on peut ignorer ou exploiter. Puis vient Louis Leplay, l'homme qui la découvre, qui lui donne une scène, un nom et une direction, mais aussi une pression, une exposition soudaine. Piaf devient visible. Et avec cette visibilité vient la première violence, celle du regard public, celle des attentes, celle des jugements. Très tôt, elle est attaquée, par la presse, par les rumeurs, par ceux qui ne comprennent pas cette ascension trop rapide, trop dérangeante. Chaque succès est suivi d'un doute, chaque apparition d'une critique. Elle n'est jamais simplement admirée. Elle est analysée, disséquée, exposée. Et dans sa vie privée, rien n'est stable. Des relations intenses, souvent destructrices. Des hommes qui passent, qui promettent, puis qui disparaissent. Des amis qui deviennent des opportunistes. Des liens qui se construisent dans l'urgence et se brisent dans la méfiance. Elle donne tout, trop vite, trop fort. Et en retour, elle reçoit souvent le silence ou la trahison. La célébrité ne la protège pas. Elle amplifie tout. Chaque faiblesse devient publique. Chaque erreur devient un spectacle. Et derrière cette voix qui bouleverse des millions de personnes, il y a une femme constamment sur la défensive. Une femme qui apprend à ne pas oublier, à ne pas pardonner facilement. Parce que certaines blessures ne guérissent pas. Elles restent, elles s'accumulent, elles définissent. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'elle n'a jamais oubliées. Numéro 5 Yves Montand. C'était celui qu'elle a créé, et celui qui l'a trahi. Quand Édith Piaf croise Yves Montand pour la première fois, il n'est rien. Un jeune homme sans repère, sans véritable carrière, avec seulement une présence brute et une ambition mal définie. Elle voit immédiatement ce que les autres ne voient pas. Une matière, un potentiel, quelque chose à façonner. Elle le prend sous son aile. Elle lui apprend tout, la scène, le rythme, le regard, la manière de tenir un public en silence. Elle corrige ses gestes modèles, sa voix contrôle son image. Montand n'avance pas seul. Il avance à travers elle. Et très vite,
Leur relation dépasse le cadre professionnel. Elle devient intime, déséquilibrée. Elle donne tout, il reçoit tout. Mais dans cette dynamique, une chose change lentement. Plus Montant grandit, plus il s'éloigne. Plus il apprend, moins il dépend. Et ce qui était au départ une relation de transmission devient une lutte silencieuse pour le contrôle. Il ne veut plus être le protégé de Piaf. Il veut exister seul, sans elle, contre elle parfois. La rupture ne se fait pas en un instant. Elle s'installe, dans les silences, dans les absences, dans les décisions prises sans elle. Puis, un jour il part, sans confrontation directe. Elle, sans véritable explication, juste une distance définitive. Et pour Piaf, ce n'est pas seulement une séparation, c'est une humiliation. Parce que tout le monde sait, tout le monde comprend, la presse s'empare de l'histoire. Elle, la femme forte, la créatrice de talent, devient celle qu'on abandonne après avoir été utilisée. L'image est violente, elle est exposée, fragilisée, réduite à un rôle qu'elle n'a jamais accepté. Elle ne le dit pas publiquement, elle ne crie pas, mais, intérieurement, quelque chose se casse. Elle ne déteste pas seulement l'homme qu'il est devenu, elle déteste ce qu'il a fait d'elle. Et surtout, elle déteste avoir cru en lui. Ce moment ne l'a jamais quitté. Numéro 4, Marlène Dietrich. Elle n'était pas une ennemie, mais elle l'a écrasée. Au départ, leur relation fascine. Deux icônes. Deux femmes que tout oppose en apparence, mais que la célébrité rapproche. Édith Piaf, fragile instinctive, entièrement guidée par l'émotion. Marlène Dietrich, froide, contrôlée, stratégique. L'une brûle, l'autre calcule. Elles se rencontrent dans un monde où l'image est une arme. Et très vite, une dynamique s'installe. Dietrich observe, analyse. Elle comprend Piaf mieux que beaucoup. Ses failles, ses dépendances, ses besoins constants d'amour et de validation. Et au lieu de simplement l'accompagner, elle s'impose, subtilement, sans confrontation directe. Toujours avec élégance, mais toujours avec contrôle. Elle influence ses choix, ses apparitions, ses décisions. Elle corrige, elle dirige. Elle impose une forme de discipline que Piaf ne maîtrise pas. Et au début, Piaf accepte, parce qu'elle admire, parce qu'elle croit à une forme de protection. Mais cette relation n'est pas équilibrée. Plus Dietrich s'installe, plus Piaf recule, pas physiquement, intérieurement. Elle devient dépendante d'un regard extérieur, d'une validation qui ne lui appartient pas. Et dans un univers où tout est déjà instable, cette dépendance devient une faiblesse. La violence n'est pas visible, elle est psychologique. Pas de cris, pas de scandale, mais une pression constante, une présence dominante. Piaf n'est plus seulement une artiste. Elle devient une version d'elle-même façonnée par quelqu'un d'autre, une image contrôlée, un symbole ajusté, et le public le ressent. Ce n'est pas une chute brutale, c'est pire, une érosion, une perte progressive de contrôle sur sa propre identité. Et dans ce processus, Piaf est exposée sans s'en rendre compte. Elle donne accès à ses fragilités à quelqu'un qui ne fonctionne pas avec les mêmes règles émotionnelles. Le moment de rupture n'est pas clair. Il n'y a pas de scène, pas de déclaration. Mais il y a une prise de conscience. Piaf comprend qu'elle n'a jamais été sur un pied d'égalité, qu'elle n'était pas protégée, qu'elle était dominée. Et dans son monde, cette réalisation est une humiliation silencieuse, une perte de pouvoir qu'elle ne tolère pas. Elle ne la confronte pas, elle ne l'accuse pas, mais elle coupe, définitivement, sans retour. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Numéro 3, Jacques Pils. Il a détruit ce qu'elle voulait protéger. Quand Édith Piaf épouse Jacques Pils, ce n'est pas un geste impulsif. C'est une tentative de stabiliser une vie qui ne l'a jamais été. Elle cherche un cadre, une forme de normalité, quelque chose qui ressemble à une structure dans un monde qui l'a toujours exposée. Au début, l'image fonctionne. Deux artistes, deux carrières, une union visible, acceptable, presque rassurante pour le public. Piaf n'est plus seulement une voix brisée, elle devient une femme mariée. Une figure plus contrôlable dans un environnement qui juge tout, mais derrière cette façade, rien n'est solide. La relation est fragile dès le départ. Pas de fondation réelle, pas de stabilité émotionnelle. Pile
n'est pas un soutien, il est une présence. Et dans la vie de Piaf, une simple présence ne suffit jamais. Elle a besoin de loyauté, de force, de quelqu'un capable d'absorber la pression constante qui l'entoure. Très vite, les tensions apparaissent. Des absences, des incompréhensions, une distance qui s'installe sans être nommée, et surtout un déséquilibre. Piaf porte tout, l'image, le poids médiatique, l'attention. Pile lui suit, sans jamais réellement s'imposer. Puis vient la rupture. Pas une séparation discrète, une exposition, une histoire que la presse transforme en spectacle. Le mariage devient un échec public, une preuve de plus que Piaf ne parvient pas à maintenir une vie privée stable. Les journaux s'en emparent. Les récits se multiplient, les versions s'entrechoquent, et au centre il y a elle, exposée, jugée, réduite à ses échecs personnels. Ce n'est pas seulement une relation qui se termine, c'est une image qui se fissure. Elle avait tenté de construire quelque chose de protégé, quelque chose qui lui appartienne, et cette tentative est détruite devant tout le monde, sans filtre, sans retenue. La violence n'est pas dans la rupture elle-même, elle est dans la manière, dans cette sensation d'avoir été utilisée comme une histoire à raconter, comme un récit à exploiter. Pils ne défend pas, il ne protège pas, il laisse faire, et ce silence devient une forme de trahison. Pour Piaf, c'est suffisant. Elle ne cherche pas à réparer, elle ne revient pas, elle ne donne pas une seconde chance, parce que dans son monde, certaines choses ne se reconstruisent pas. Et quand l'humiliation est publique, elle devient définitive, et elle ne lui a jamais pardonné. Numéro 2. Charles Aznavour. Elle l'a élevé, puis elle a perdu le contrôle. Quand Édith Piaf rencontre Charles Aznavour, il est loin d'être une évidence. Une voix jugée trop fragile, un style atypique, un artiste que beaucoup considèrent comme difficile à vendre. Mais Piaf ne regarde pas comme les autres. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche une vérité. Et chez lui, elle voit quelque chose. Elle le prend avec elle, sur scène, en tournée. Elle lui ouvre des portes que personne d'autre n'aurait ouvertes. Elle lui donne une visibilité, une légitimité. Elle le pousse parfois brutalement à s'améliorer, à s'imposer, à exister. Mais cette relation n'est pas simple. Aznavour n'est pas un élève docile. Il observe, il apprend, mais il garde une distance, une forme de résistance silencieuse. Il accepte l'aide sans jamais se soumettre totalement. Et très vite une tension s'installe, subtile, presque invisible. Parce que Piaf ne partage pas facilement le contrôle. Elle crée, elle dirige, elle impose. Et dans cette dynamique, Aznavour devient un terrain de projection, un artiste qu'elle veut façonner à son image, mais lui refuse d'être une extension. Il veut être une identité. La rupture ne se fait pas dans un conflit ouvert, elle se construit dans le temps, dans les désaccords artistiques, dans les décisions prises sans elle, dans cette volonté progressive d'exister en dehors de son influence. Et plus Aznavour avance, plus il s'éloigne. Non pas par rejet direct, mais par affirmation. Et pour Piaf, cette évolution est une menace. Pas seulement pour son autorité, mais pour son rôle. Elle n'est plus celle qui guide, elle devient celle qu'on quitte. La violence ici n'est pas publique, elle est intérieure. Une perte de contrôle, une remise en question, une sensation d'avoir investi dans quelque chose qui ne lui appartient plus. Et dans un univers où elle a toujours dû se battre pour exister, perdre cette position est une forme d'humiliation silencieuse. Aznavour ne l'attaque pas, mais il s'émancipe. Et pour Piaf, c'est suffisant. Parce que dans son monde, s'éloigner sans reconnaissance claire, sans fidélité absolue, c'est déjà une rupture. Une fracture. Quelque chose qui ne se répare pas. Elle ne le confronte pas. Elle observe, elle comprend, et elle coupe. Ce n'était pas une rupture. C'était une fracture. Numéro 1, Marcel Cerda. C'était l'homme qu'elle aimait, et celui qui l'a brisé. Avec Édith Piaf, tout est extrême. La gloire, la chute, l'amour. Mais rien n'a été aussi intense que ce qu'elle a vécu avec Marcel Cerdan. Lui n'était pas un artiste, pas un homme du spectacle. Il venait d'un autre monde, un monde de coups, de discipline, de silence. Et c'est précisément ce contraste qui les rapproche. Elle toujours exposée, lui ancré, solide, présent.
Pour la première fois, elle ne donne pas tout pour exister. Elle existe déjà et quelqu'un reste. Quelqu'un ne cherche pas à la contrôler ni à la façonner. Il ne la corrige pas. Il ne la juge pas. Il est là. Simplement. Et dans la vie de Piaf, cette simplicité est rare. Mais cette relation n'est pas tranquille. Parce que Cerdan n'est pas libre. Il a une famille. Une autre vie. Leur histoire doit rester partielle, cachée, fragmentée. Ils s'aiment dans l'urgence, dans les déplacements, dans les moments volés. Et chaque séparation devient une tension, une attente, une dépendance émotionnelle plus forte encore. Puis vient ce moment, le vol, le voyage, la décision de le rejoindre. L'avion ne se pose jamais. La nouvelle tombe brutalement, sans préparation, sans transition. Cerdan est mort, et avec lui quelque chose s'effondre définitivement chez Piaf. Pas seulement un amour, une structure intérieure, une stabilité qu'elle n'avait jamais vraiment connue avant lui. La violence ici n'est pas visible, mais elle est totale. Parce que cette fois, il n'y a pas de conflit à résoudre, pas de confrontation, pas de possibilité de réparer. Elle reste seule face à une absence irréversible. Et dans cette absence, une question s'installe, silencieuse, persistante. Pourquoi lui, le public regarde, observe, analyse. Sa douleur devient un spectacle, encore une fois. Mais cette fois, il n'y a rien à expliquer, rien à défendre, seulement une perte. Et cette perte la transforme. Elle s'enfonce, lentement, irrémédiablement. Les excès, la dépendance, la fatigue, tout s'intensifie, comme si rien ne pouvait combler ce vide, comme si une partie d'elle était restée figée dans ce moment précis. Cerdan ne l'a pas trahi, mais il l'a laissée. Et dans l'univers de Piaf, cette absence devient la blessure la plus profonde. Elle ne s'en est jamais remise. À la fin, il ne reste pas la gloire, il reste les cicatrices. Édith Piaf n'a pas été détruite par un seul homme, ni par une seule trahison. Ce n'est pas une chute brutale qui définit sa vie. C'est une accumulation, une série de fractures, certaines visibles, d'autres profondément enfouies. Des moments où elle a été brisée, humiliée, exposée sans défense dans un monde qui ne pardonne rien. Elle a donné, toujours plus que ce qu'on lui demandait. Elle a construit des carrières, elle a ouvert des portes, elle a aimé, sans calcul. Et en retour, elle a souvent été trahie, abandonnée ou laissée seule face aux conséquences. Ceux qui sont passés dans sa vie n'ont pas seulement été des figures secondaires. Ils ont façonné sa manière de voir, de ressentir, de se protéger. Yves Montand l'a quittée après avoir tout reçu. Marlène Dietrich l'a dominée sans jamais élever la voix. Jacques Pils a laissé son image se fissurer en public. Charles Aznavour s'est éloigné sans jamais regarder en arrière et Marcel Cerdan n'est jamais revenu. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des points de rupture. Chaque relation a laissé une marque, une méfiance de plus, une distance supplémentaire. Et à mesure que ces cicatrices s'accumulaient, Piaf ne devenait pas plus forte. Elle devenait plus dure, plus fermée, plus seule. Elle n'a jamais cherché à être une héroïne. Elle a survécu. Dans un monde où tout est observé et jugé exploité, elle a continué à chanter, à se tenir debout, même quand tout en elle s'effondrait. Et c'est peu, être là que réside la vérité la plus simple. Ceux qu'elle a détestés n'étaient pas seulement des ennemis, ils étaient des étapes, des moments qui l'ont forcée à changer, à s'adapter, à encaisser. À la fin, les gentils ne gagnent pas, ils survivent, et c'est pour cela qu'on se souvient d'elle.